L'autoconsommation collective, ça va être avec Danielle Havard, je vous en prie, directrice générale adjointe ressources et partenariats au SDEM Morbihan Énergie. Désolée tout à l'heure d'avoir tout emmêlé, pourtant je suis à moitié bretonne, donc vous voyez, j'aurais dû pas m'emmêler dans les pinceaux dans cette histoire. Donc on le sait, les collectivités ont la possibilité de produire de l'énergie pour leurs propres bâtiments, de revendre le surplus, de s'associer aussi, mais pour quelle modalité et avec quels résultats? Vous allez nous parler d'un projet Partagélec. Dans un instant, peut-être d'abord, on va le découvrir en images. C'est toujours bien aussi d'avoir des images et de le voir. On a une vidéo, si on peut lancer la vidéo de ce projet Partagélec. L'énergie participe active. Depuis 2018, des communes et communautés de communes du Morbihan ont lancé sur leur territoire des opérations d'autoconsommation collective. L'autoconsommation collective consiste à produire de l'électricité renouvelable pour en consommer soi-même une partie. Le reste de l'électricité est injecté sur le réseau public de distribution, propriété de Morbihan Énergie, et est consommé par les voisins. Tout est produit et consommé localement. Avec Partagélec, 350 consommateurs se sont rassemblés pour partager de l'électricité produite sur leur commune. Des bâtiments publics, des particuliers, des professionnels et des bornes de recharge de véhicules électriques. L'énergie solaire est privilégiée, source inépuisable, gratuite et non polluante, elle est facilement exploitable. Morbihan Énergie, l'unique producteur, installe des panneaux photovoltaïques de dernière génération sur des ombrières de parking, des trackers, des toitures et au sol. Avec Partagélec, l'autoconsommation change de dimension. D'individuelle, elle devient collective. 15 acteurs publics s'engagent dans cette démarche de mutualisation. Partagélec permet de soutenir une initiative des territoires et de consommer une énergie verte et locale. Chacun à son échelle peut s'engager en faveur de la transition énergétique et devenir consommateur. Partagélec est financé par l'Europe avec le soutien de la région Bretagne. Voilà pour cette découverte en images de Partagélec. Alors vous allez nous en dire plus maintenant, Danielle Havard. On voit un peu là à travers un schéma, un peu concrètement, j'allais dire, comment ça fonctionne. Oui, alors tout à fait. Déjà, pour démystifier la chose, l'innovation, elle n'est pas technologique sur ces sujets-là, elle est juridique. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment juridique. On méconnaît beaucoup notre système électrique en France. J'ai fait sur les 14 opérations qu'on a lancées, là, puisque la première, c'était Pénétin. C'était vraiment la phase pré-expérimentale. Les 14, on est encore en phase expérimentale. Le président nous a chargé maintenant de massifier, à partir de notre expérience, l'autoconsommation collective sur le département. Sur le partage de l'électricité, vous avez... Donc ça, c'est un projet de 2016, si je ne m'abuse, c'est ça? Je me trompe dans les dates, non? Non, Pénétin, c'était 2018, 2018 la première, vraiment le début. Et puis de Pénétin, on a eu la chance en fait d'avoir la région Bretagne qui a lancé en 2019 un appel à projet sur les boucles d'énergie de consommation locale avec un financement européen de 40%. À l'époque, le prix de l'énergie était faible et donc le modèle économique sans la subvention européenne n'existait pas. Et sans modèle économique, messieurs, mesdames les maires, c'est quand même difficile d'aller vous vendre quelque chose. Vous allez évidemment regarder d'abord l'aspect rentabilité, même s'il y a aussi une rentabilité entre guillemets sociale, une rentabilité bien évidemment écologique. Le petit schéma rappelle un peu comment fonctionne l'autopartage sur un bâtiment public, puisque je vous parle du modèle porté par un syndicat, donc un établissement public. Sur un bâtiment public, on installe ou un équipement ou un espace public délaissé qui appartient à une commune ou à un EPCI membre du syndicat. On installe une centrale photovoltaïque et ensuite, à partir de l'énergie produite, on répartit cette énergie entre le bâtiment sur lequel elle est installée et puis les autres consommateurs qui sont dans un périmètre de 2 km. Ça, c'est des contraintes réglementaires, c'est ça, les fameux 2 km? Alors, ce sont les contraintes réglementaires que nous avons aujourd'hui. Pour Pénétin, en 2018, c'était 1 km. Donc, on est passé à 2 km, on était content. On a la chance d'avoir des communes qui sont un peu denses. Donc, dans 2 km, pour certaines collectivités, comme nous sommes sur des petites centrales, sur ces projets-là, on n'avait pas besoin de plus. Cela étant dit, une fois que je vous dis ça, la loi prévoit quand même une dérogation à 20 km. Si vous dites
aujourd'hui, dans le contexte actuel, que dans les 20 km, vous avez une grosse entreprise, évidemment que la préfecture va vous laisser déroger et passer aux 20 km. Ou si vous avez alors une maison de retraite, enfin, que sais-je, un établissement qui ne peut pas se passer d'énergie, on vous laissera déroger à la règle. Donc, ce n'est pas trop un souci en soi, c'est un peu plus après dans la gestion, mais je vais vous en parler après. Je pense qu'on peut passer la slide. Donc, sur la partie autoconsommation collective, les quelques règles que l'on a. L'engagement concret, chaque collectivité qui nous met à disposition un bâtiment, un espace public ou autre, s'engage sur 20 ans avec nous. C'était notre modèle de base. Les élus morbihanais avaient fait le choix d'avoir un modèle robuste. Tout est calibré sur 20 ans. 20 ans, le retour à investissement avec 40% de subvention. L'année prochaine, je ne tiendrai pas ce discours, bien évidemment, au vu du prix de l'énergie. On a quelques principes. Effectivement, je vous ai parlé des 2 km, de la possibilité de déroger. On a aussi l'utilisation du réseau public. Lydie en parlait tout à l'heure, nous sommes propriétaires d'un réseau, nous l'utilisons et nous l'optimisons. Il n'y a pas que les bâtiments qu'on peut optimiser, nos réseaux, il faut les optimiser aussi. Donc, certes, c'est de la distribution, mais c'est aussi de l'injection. Sur la partie innovation juridique, je suis quand même désolée, il faut en passer par là, nous avons créé une PMO, une personne morale organisatrice. C'est un passage obligé. Quand je ça, c'est dans les principes d'autoconsommation, c'est dans la loi, de toute façon. C'est dans la loi et c'est incontournable. Parfois, il faut la trouver, cette personne. C'est pas toujours facile. Je crois que certains ont un peu de mal à trouver la personne morale organisatrice. Oui, c'est ça. En fait, Pénéta nous a servi à ça. On a créé une association pour faire cette PMO. Et on s'est dit, quand le président nous a dit, bingo, on fait 14 centrales, on s'est dit 14 associations, 14 assemblées générales, 14 bilans comptables, etc., etc. Et puis, quand il nous a dit, et si ça marche bien, on massifiera, alors là, on s'est dit, il faut simplifier. Et on a travaillé avec nos collègues du CIDELA, de Loire-Atlantique. On a porté ensemble une étude juridique. Et de cette étude juridique, on a retenu que le syndicat pouvait être PMO, ce qui simplifie quand même grandement les choses et qui va nous permettre de passer à la 3e étape, qui sera la massification. Le consommateur, lui, rien ne change pour sa vie. En fait, il garde son fournisseur habituel, il ne change rien. C'est Enedis qui signale à son fournisseur qu'il est dans une opération d'autoconsommation et qui va faire le nécessaire et qui, à travers le compteur Linky, dira « Monsieur Durand a consommé X kWh en autoconsommation. Merci de déduire ça de ce qui devra être payé avec l'autre fournisseur. » Donc c'est assez simple à ce niveau-là, même si ça demande pas mal de travail chez Enedis, puisqu'on a quelques grosses autoconsommations, c'est-à-dire on en a une où on a plus de 150 particuliers qui sont en autoconsommation, et ça demande un petit peu de traitement informatique. Sur les grandes lignes, donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous vous engagez sur cette voie-là, et je pense que c'est l'avenir, effectivement, je rejoins les propos du collègue M. Fourage, il faut travailler sur les sites, c'est-à-dire définir des sites qui vous appartiennent, c'est quand même plus simple. Choisir un acheteur de surplus, parce que malgré tout, même si on autoconsomme beaucoup, il faut penser au mois d'août quand vous êtes tous partis en vacances et où on consomme moins, où il n'y a pas de restaurant scolaire, etc. etc. Bien évidemment, il y a un choix politique que vous avez à avoir, vous, messieurs, mesdames les élus. Est-ce que vous ouvrez aux particuliers? Est-ce que vous gardez toute la consommation pour vos bâtiments publics? Est-ce que vous l'ouvrez aux entreprises? À chaque fois, ça a été un débat sur les 14 sites. J'ai autant de configurations que d'élus, finalement. On a des élus qui, en 2019-2020, ont utilisé l'autoconsommation comme un outil pour le PCET. Encore une fois, il n'y avait pas de crise énergétique, il faut ramener ça dans le contexte. Et ils l'ont utilisé comme un outil PCAET. Et puis en plus, ils étaient assez contents de faire des réunions publiques où les gens venaient plutôt pour participer à un projet, ils ne venaient pas pour le dénigrer. Malgré tout, certains élus ne se sont pas sentis prêts à l'époque de lancer des réunions publiques et ont préféré ne distribuer que leurs bâtiments publics. Et puis enfin, il y a eu des discussions, parfois avec les particuliers, les élus, sur le fait d'ouvrir aux entreprises ou pas. Donc ça amène quand même quelques débats qui sont toujours très intéressants, mais voilà, il faut être prêt à ça.
Il y a aussi un incontournable, instrumenter les centrales pour pouvoir permettre, dans une logique d'optimisation et de massification, permettre en fait à chaque consommateur de pouvoir accéder via un site, un logiciel, à sa consommation autoconsommée, à la production de la centrale. Ça permet quand même d'alléger un peu la maintenance et l'exploitation en interne. Si on passe sur la slide suivante. Alors, sur les points d'attention, je vais les faire en même temps que sur la dernière. Donc, sur les clés de la réussite, ce sont des élus engagés. Partout où j'ai été, si les élus étaient un peu frileux, on a dû faire 4, 5, 6 réunions en période de Covid. Là où les élus étaient engagés, en 2 réunions, l'affaire était pliée. Donc, voilà, c'est important. Il y a une confiance dans l'élu et dans le maire qui est là et qui se voit. C'est non négociable. Si les élus de base ne sont pas partants, ce n'est pas la peine d'y aller. Prendre le temps de lever les freins avec nos concitoyens, c'est réexpliquer un peu le réseau électrique français. En fait, il y a une méconnaissance. Et avec des mots simples, si vous faites une analogie avec le système d'eau, les gens vont comprendre. Si vous parlez de ions, de neutrons, de protons, alors là, on a perdu tout le monde. Donc, il faut rester simple, mais donner les enjeux et expliquer. Avoir beaucoup d'animation et de pédagogie. Nous avions retenu un bureau d'études pour nous accompagner. Et puis, beaucoup de moyens et de temps pour suivre les projets, puisqu'on est encore en phase artisanale. Pour massifier, il va falloir s'organiser. Je vous parlais tout à l'heure d'équipements et des centrales d'instrumentation. Mais ça veut dire que quand M. Durand voit que la centrale ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas attendre 3 mois pour intervenir. Sinon, vous allez l'avoir au téléphone tous les jours, monsieur le maire aussi. Donc, ça nécessite quand même qu'en arrière, dans le back-office, on soit aussi staffé pour faire face à cela. Sur ce que je retiens aujourd'hui de notre expérience et pour massifier, il faut aussi qu'on passe à une phase dématérialisation de tous les contrats, parce qu'on parlait de contrat PMO. Vous avez un exemplaire. Chaque consommateur doit le signer. Donc quand vous avez 150, évidemment, ils ne le signent pas tous le même jour. Ça veut dire qu'il faut faire appel aux collègues qui acceptent de récupérer tous les contrats des particuliers, de les faire signer les bons documents, etc. Donc on va passer, nous, à la dématérialisation pour les projets suivants. Voilà, je pense que vous avez été un peu efficace et synthétique, en tout cas. J'ai rempli le job. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut vous applaudir. Alors, comme toujours, est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions qui sont venues? Il y a déjà une main levée. Le monsieur de l'autoconsommation collective, si je puis dire. Et de l'autoconsommation, on vous repasse le micro. Allez-y, je vous en prie. Alors, moi, je suis très intéressé par cette autoconsommation collective. Pourquoi? Parce qu'on a un projet éolien qui va rapporter aux communes environ 4 millions d'euros sur 20 ans. Donc, l'idée, c'est justement, de ces 3 communes, de faire des projets d'autoconsommation collective. Alors, vous parlez des PMO, bon, moi, ça ne me parle pas trop. Comment 3 communes peuvent porter des projets comme ça, ou est-ce qu'on est obligatoirement obligé de passer par le syndicat? Alors, je vais répondre. Vous pouvez très bien le monter tout seul. Encore une fois, il faut avoir l'ingénierie quand même pour le monter. Vraiment, c'est l'innovation juridique plus que technologique qu'il faut entendre. Il faut faire signer les contrats, les établir, veiller à ce qu'ils soient en bon ordre, etc. Parmi les 3, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez un système soit d'entente, soit créer une association pour être PMO, ou alors qu'il y en ait un pour les 3 qui portent, mais ça, juridiquement, il faut vérifier. Je pense que la solution la plus facile aujourd'hui, et je vous assure que Monsieur le Président ne m'a pas payé pour le dire, c'est quand même le syndicat, c'est plus simple. Parce que vous allez avoir des documents qui vont être vérifiés et qui vont être juridiquement sécurisés. Et puis vous aurez aussi la maintenance et le suivi. D'accord. Alors, une autre question. Comment, bon, vous n'avez pas tous les habitants d'un village, si j'ai bien compris, j'en ai 150. Comment faites-vous pour différencier entre les gens qui sont en autoconsommation et ceux qui ne sont pas en autoconsommation? Est-ce qu'ils apportent au départ une somme d'argent? Comment que ça se passe exactement? Pour les particuliers, hein. Oui, alors... Je remets encore une fois dans le contexte, quand on a commencé, on allait chercher les gens. Ceux qui sont venus dans l'autoconsommation étaient plutôt des gens qui étaient en faveur de la transition énergétique et climatique. Et ce n'était pas pour un gain financier. D'ailleurs, je leur disais,
La première chose que je leur disais, si vous voulez gagner de l'argent, allez jouer au loto, c'est sans doute plus sûr que l'autoconsommation collective, parce que ça représente quelques dizaines d'euros sur votre facture. Ça, c'était le discours. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est plus intéressant quand même. Hein. Oui, maintenant, c'est comme s'ils avaient joué au loto finalement. C'est ça. Donc, c'était en fait un engagement volontaire de la part des gens. En fait, il y a l'engagement des élus, mais il y avait l'engagement de leurs concitoyens. Aujourd'hui, on est en train de se demander quelles règles on va fixer pour les entrées et sorties, puisque surtout les entrées, on ne va pas pouvoir faire face, là, parce qu'on a beaucoup de demandes. Et il va falloir fixer des règles, ce qu'on n'avait pas imaginé à l'époque. Je ne sais pas si j'avais bien répondu à votre question. Tout à fait, merci. Parfait. Ben, merci beaucoup. Alors, je suis désolée, j'enchaîne un peu parce qu'il y a beaucoup de séquences et je sais que la matinée est quand même lourde, même si elle est riche d'informations. Je remercie encore Daniel Havard pour son intervention. Merci beaucoup.